Le Mans est pour moi une course de summum, bien plus que les 500 miles de Daytona. Dale Earnhardt, 2001, après les 24 heures de Daytona. Dale Earnhardt, en fait, c'est une véritable légende aux États-Unis. C'est 76 victoires, 7 titres, 25 saisons et une fin tragique. Mais Dale Earnhardt, c'était avant tout un énorme passionné de sport automobile. C'était un mec qui était véritablement passionné, qui suivait tout, qui suivait, comme expliquait son fils, les grands prix de Formule 1, Indy 500, le CRT, la NASCAR et l'endurance. C'était un vrai fan d'endurance. Ainsi, ce qu'il va falloir aussi, et pourquoi je fais ces vidéos, en 2023, le NASCAR sera de retour aux 24 heures du Mans. Le garage numéro 56, en fait, il faut savoir qu'en 2023 sera alloué à une NASCAR du Team Hendrick, qui sera légèrement modifié pour l'occasion. Manière également de rendre hommage à 1976, où, justement pour l'anniversaire de l'indépendance américaine, Le Mans avait permis la participation de 2 NASCAR. En fait, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les relations entre l'Automobile Club de l'Ouest et la NASCAR sont très bonnes, contrairement à la NASCAR et la FIA. Là, il n'y a jamais eu vraiment de réel problème. Ici, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Bill France, donc le créateur du NASCAR, était un fan d'endurance, notamment. Et donc, il a créé les 24 heures de Daytona en hommage aux 24 heures du Mans, à l'époque. Donc, effectivement, et il a également créé et aidé à créer l'IMSA, donc l'IMSA qui a été créé en 69 par John Bishop, notamment, ici. Puis, à partir de 82, scission avec la FIA, notamment pour des questions de classe. Mais, en fait, l'IMSA, c'est une classe du NASCAR. Depuis quelques années, pour près de 10 ans, c'est une classe du NASCAR. C'est l'organisateur, notamment, du WeatherTech, aux États-Unis à l'heure actuelle. Mais c'est surtout donc une filiale du NASCAR. Depuis très longtemps, puisque l'IMSA, en fait, depuis les années 80, en fait, était d'abord une filiale en partie, puis totalement maintenant. Et en fait, effectivement, Jim Press, donc le fils à Bill France Sr., le créateur de NASCAR, expliquait que son papa a toujours adoré les 24 heures du Mans et a toujours poussé ses pilotes à y participer. Et notamment, il était totalement d'accord pour que Dale Earnhardt, en 2001, participe aux 24 heures du Mans. Puisque Dale Earnhardt, pour ses 50 ans, voulait s'offrir une participation aux 24 heures du Mans et ensuite, à terme, faire un équipage avec ses 2 fils. Dans le cadre d'un projet avec Corvette. Puisque Chevrolet voulait ici également le remercier. Et cela tombe bien, en fait. Dale Earnhardt adore les défis, surtout. Et c'est surtout un vrai boulimique de boulot. C'est un gars qui a eu la réputation d'être un véritable bourreau de taf, Dale Earnhardt. Donc, en fait, il accepte avec plaisir de participer aux 24 heures de Daytona dès derrière 1999, puisqu'en fait, ce projet avec Doug Fehan remonte à 1999, comme l'explique Fehan dans une interview NBC, en fait. Eux, ils voulaient dès 99 qu'ils courent, en fait, il pourra pas en 2000 parce que ça coïncide avec des courses NASCAR auxquelles il peut pas déroger, surtout qu'en plus, par rapport à 2000 pour lui, il se fixe sa dernière année pour acheter son 8e titre. 2001, pour Dale Earnhardt, ce sera sa dernière année pour lui. Dans tous les cas. Il a 50 ans, il veut passer à autre chose. Et donc, l'endurance, comme je vous expliquais dans l'introduction, c'est quelque chose, comme le sport auto en général, qui l'intéresse au plus haut point. Et c'est sans doute même un nouveau défi. Et donc, ici, Le Mans, pour lui, ça apparaît comme un nouveau défi. Et il veut d'ailleurs participer dès 2001. En fait, il prépare très sérieusement les 24 heures de Daytona durant l'hiver et l'intersaison 2000-2001. Et ainsi, donc, il va aller prendre des conseils auprès de pilotes comme Early Haywood, comme Boris Said, par exemple, pour savoir comment piloter sur un circuit routier. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un pilote qui n'est pas très expérimenté sur les routiers, parce qu'il court peu sur les pistes routières, les pilotes de NASCAR. Une NASCAR n'est pas du tout une voiture d'endurance. Même si tu as la même puissance, c'est pas du tout la même chose. Il y a la pluie aussi. La pluie, Dale Earnhardt, il a jamais conduit sous la pluie, en fait, comme il expliquait. C'est pas un pilote qui a piloté sous la pluie, donc il sait pas ce que c'est conduire sous la pluie une voiture. Contrôler les glissades d'une voiture, contrôler les réactions de voiture, il sait pas ce que c'est. Pareil, un circuit routier, on court très peu sur routier en NASCAR. Donc effectivement, il a tout à apprendre. Mais comme c'est un bourreau de boulot, en fait, il va apprendre tout ça très rapidement. Et il va se montrer, vous allez voir, à Daytona, très à l'aise finalement. C'est avec l'enthousiasme d'un néo-pro en fait que va débarquer ici Dale Earnhardt en fait. Dale Earnhardt en fait, c'est un nouveau défi pour lui, c'est une nouvelle vie qui débute ici.
à presque 50 ans. En fait, Earnhardt avec son fils, déjà il s'était fixé ce défi parce qu'effectivement il est proche de son fils il devait faire ça dès l'an 2000. Bon, mais son fils débutait en 2000. Son deuxième fils, puisque Dale c'est son second fils. Donc il débutait en l'an 2000 effectivement. Donc il pouvait pas le faire finalement. Donc ici, en 2001, c'est sa première course en endurance, c'est ses premiers 24 heures, il découvre un monde totalement nouveau pour lui et il va être bordé en fait. Simplement. Andy Pilgrim et Kelly Collins l'accueillent, mais vraiment l'accueillent avec enthousiasme, en s'en fichant complètement de savoir que ce mec est une légende. En fait. Ils vont lui apprendre notamment le circuit, puisque Dale Earnhardt, lui, il fait ça à l'ancienne, il va pas aller tester sur la console comme son fils, il va apprendre ça à l'ancienne, et notamment ça va se traduire par une erreur lors de la première séance, puisqu'il va taper au virage 17, il va ramener voiture endommagée, et là il va encore plus demander des conseils. Et il sera une part active en qualification, puisqu'il termine 19ème en qualif, il part 19ème donc avec la Corvette numéro 3. Et ici, en fait, il est vraiment là pour apprendre. Il va apprendre, mais il va apprendre vraiment très vite. Il va apprendre. Donc l'équipage chez Lance lui-même va rapidement remonter, notamment parce que les prototypes ici sont victimes de problèmes, notamment. Ils vont faire une course sage quand même derrière la numéro 2, parce que l'équipage leader c'est la numéro 2, de Franck Fréon notamment, notre pilote français. Ouais. Donc ici, durant la nuit, il y a un violent orage qui s'abat. Dale Earnhardt, il va demander à prendre le volant, il prend le volant sous l'appui, il va demander à Andy Pilgrim le conseiller. Donc Andy Pilgrim va regarder à la télévision et va conseiller à la radio à ce moment-là en même temps Dale. Donc Dale, donc c'est la première fois qu'il conduit sous l'appui, apprend très vite sous l'appui, il se démerde vraiment très bien. Il va demander un second relais à Doug Fehan, également toujours sous l'appui et assorti de la nuit. Ce qui va être accepté. Et là, il va tourner 2 secondes plus vite. Et Jeremy O'Donnell, donc son coéquipier sur la Corvette numéro 2, expliquait en fait, Dale Earnhardt sur l'ovale, sous la pluie, c'était le mec le plus rapide en fait. Simplement. En fait, il mettait des bâches à tout le monde en fait. Et donc, quand il va demander un troisième relais, ça lui sera refusé parce que simplement on lui explique, on lui dit attends, t'es 2 secondes plus rapide que tes copains. C'est pas la peine. T'as appris, mon gars. T'as appris. T'as fait ta part ton travail. Voilà. Donc ça donne une idée. Après la 4ème place au final de l'équipe, Dale veut faire les 24 heures du Mans. Donc il va faire les 24 heures. Normalement, il fera les 24 heures du Mans. Donc ici, on met en place un programme. On explique à Dale Earnhardt que notamment, à partir d'avril, il ne pourra pas trop courir en NASCAR, puisqu'il va falloir qu'il participe par exemple à Sebring, au Texas Motor Speedway, à Las Vegas, à des manches justement pour pouvoir se préparer, avoir cette voiture. Ce qui consent totalement, parce que bon, de toute façon pour lui il explique clairement, en 2001 c'était sa dernière année en NASCAR, voilà, il a sa carrière en NASCAR, il veut faire un nouveau défi maintenant. Donc il va vraiment commencer à se prêter à ça, ils mettent en place un programme avec Doug Fehan notamment, dans les 15 jours qui suivent avant le Daytona 500. Mais malheureusement, comme vous savez, le Daytona 500, ça sera la dernière course de Dale Earnhardt, puisque dans le tout dernier virage de l'épreuve, il va se tuer. Sauf si tu es sorti d'une grotte, tu sais que Dale Earnhardt va se tuer. Malheureusement. Donc ça empêchera malheureusement la raison de ce programme. Donc c'est Franck Fréon qui le remplacera au Mans. Donc là maintenant on va revenir sur la relation entre la NASCAR, l'IMSA et les 24 heures en guise de conclusion. Dale Earnhardt en fait avait conversé donc juste avant de prendre le départ avec Andy Pilgrim. Donc ils avaient échangé très longuement ensemble durant cette quinzaine en fait entre les deux épreuves, justement pour définir ce programme. Et donc Andy Pilgrim c'était avec le cœur lourd qui va prendre le départ des 24 heures du Mans. Et avec un petit coin dans sa tête justement de cette équipe ils auraient dû avoir. Ils vont pas trop mal se qualifier, ils vont surtout terminer 14e parce qu'il y a une bonne place, deuxième place de leur catégorie derrière la première Corvette comme à Daytona. Ah, ici. En fait, ça aurait surtout été le pont pour faire une espèce de pont entre le monde américain, donc la NASCAR, principale discipline populaire aux États-Unis, avec l'Indy, et l'Europe, les 24 heures de Mans. Ici, c'était aussi une manière de marquer l'anniversaire, le 50e anniversaire de la première venue d'une américaine au Mans. Ici. Dans le cadre de ce qu'on appelle la triple couronne, notamment. La triple couronne, c'est-à-dire Indy 500, Le Mans, Monaco. Et aux États-Unis également, Daytona, Indy, Le Mans. Ici. Qui a dû être réussi une seule fois d'ailleurs, dans l'histoire. Et donc, ici, effectivement, ça permettait de marquer cet anniversaire. Puisqu'en fait, en 51,
Briggs Cunningham était venu avec une Cadillac. Mais un peu avant, on avait Moran notamment, on a vu quelques pilotes américains, le père à Richel, donc Law Richel qui avait couru également dans les années fin 30. Mais là, c'était vraiment un vrai début des participations américaines. Notamment en 60, on a Corvette qui arrive ici, donc Chevrolet qui arrive ici, avec un peu plus de moyens, qui remporte sa classe, au moment, avec toujours Briggs Cunningham. Corvette va être présent durant une quinzaine d'années à peu près, jusqu'en fait l'avènement des groupes C. En fait, il faut savoir qu'en 82, les Américains vont déserter maintenant. Mais avant, en 76, nous avions eu, et justement, pourquoi l'année prochaine nous aurons le NASCAR Roman, c'est afin de célébrer cet anniversaire. En 76, en fait, afin de remplir la grille, les NASCAR sont admises, notamment aussi parce que Bill France est starter officiel cette année-là. Donc le patron de NASCAR est starter officiel. Donc ici, on a deux NASCAR. Une Ford Torino et une Dodge Charger préparée notamment par Richard Petty, star de NASCAR à ce moment-là. La Dodge Charger n'ira pas loin. La Dodge Charger, elle va casser au bout de 2 tours parce que l'essence cassera le moteur. Et par contre, la Ford Torino, elle va se débrouiller jusqu'à 11 heures de course où là elle va devoir abandonner sur des soucis techniques, mais voilà, c'est prouvé qu'une NASCAR peut courir au Mans, même si elles sont plus lentes en virage, elles peuvent courir. C'est le début d'une histoire qui se conclura l'année prochaine et qui aurait pu se conclure avec Dale Earnhardt notamment. Voilà. Donc ici, en fait, c'est aussi une manière de marquer l'IMSA. L'IMSA, en fait, c'est une association qui a été créée en 1969 par John Bishop et Bill France, en scission avec la SCCA, justement, ici, afin de proposer un programme d'endurance raisonnable aux Américains. Donc ici, donc l'IMSA, en fait, elle prend peu à peu et elle va fournir des concurrents, notamment très réguliers par des années 70 aux Américains, notamment en 1982, on aura la présence d'une Camaro, donc une autre NASCAR modifiée par Billy Hagan pour courir au Mans, qui se débrouillera alors, ma foi, pas trop mal, mais en fait, en 82, ce que produit également, la FIA décide de virer les 24 heures de Daytona du championnat du monde de sport. Donc IR de la famille Friends et de John Bishop, qui décide de séparer le championnat, parce qu'en plus ils étaient en conflit pour des raisons notamment de moteur, puisque Porsche, eux, voulaient imposer les 3,5 litres, ce qui n'était pas le cas de l'IMSA qui voulait rester sur un règlement moteur libre, mais par contre un règlement technique plus simple, puisqu'en fait les gens avaient du mal à suivre à cette époque-là, au niveau par rapport aux gros groupes C européens, ce que Porsche n'a jamais voulu entendre. Donc ici, en fait, les groupes C américains vont être certes plus simples, avec des moteurs de 3 litres, souvent, ou les moteurs turbo 2,5 litres. Mais ici, effectivement, surtout, à la fin des années 80, en 87, c'est la vraie rupture. Avec le groupe C, justement, comme vous expliquait Jules, qui est créé modifié par les soins de la FIA. Ici, c'est une vraie rupture. En fait, les anciens groupes C vont aller courir aux États-Unis principalement, ce qui va donner la classe GTP, qui sera une des meilleures classes et une des plus belles classes qu'on aura vues à la fin des années 80, début des années 90 aux États-Unis, jusqu'en 1998, où là, en 1998 se produit la fin de ce championnat, en fait, faute de concurrents, en fait, les covoitures étant trouvées, faute de concurrents. Ici, par contre, on a une scission entre les deux championnats. On a donc une scission entre deux philosophies qui sont parallèles et qui sont croisées aux États-Unis, parce que là, il n'y aura pas, contrairement à CRT, une vraie guerre. C'est vraiment, en fait, un entrecroisement entre les deux disciplines. Donc, on a la Rolex Series, ici, qui est basée sur Daytona, 24 heures de Daytona épreuve principale, voiture très simple, hyper simple, châssis quasiment monotype, peu de fabricants, en fait, basé surtout sur une commande, en fait, avec un moteur certes un peu différent, effectivement, mais vraiment basé sur une philosophie de voiture low cost, et plutôt basé sur du gentleman driver, notamment, également sur une diversité de pilotes, et la LMS, elle, basée sur les 24 heures du Mans, promue par Don Panoz, avec comme épreuve principale les 12 heures de Sebring et les 6 heures de Watkins Glen, effectivement ici, où là par contre on a les usines européennes qui viennent, les pilotes américains qui viennent se frotter aux Européens, une philosophie du Mans, voilà. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait la classe Daytona, donc le Rolex va servir un peu d'école avant le Mans, souvent. Donc en fait ça s'interagit, on a beaucoup d'écuries comme Flying Lizard par exemple, Doran qui vont faire les deux. Qui vont pas hésiter à utiliser un championnat pour préparer l'autre. Le tout va fusionner donc en 2012, puisque le NASCAR rachète l'IMSA, qui était promotrice du championnat ALMS, notamment. Donc c'est racheté, ça refusionne, et ça va donner donc le WeForTech actuel. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que désormais maintenant, le WeForTech est assez haut
ayant jamais eu finalement des relations si pourries que ça, en fait, ont décidé d'harmoniser leur réglementation. Donc si bien que désormais, les nouveaux protos, donc les LMDH, elles sont plus, comment c'est déjà, construites sur la philosophie de l'IMSA. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire que ça permet de baisser les coûts, tout en ayant des cours super intéressantes et sans doute plus rapprochées en fait. Et ça va drainer énormément de constructeurs qui sont déjà souvent été se tester aux États-Unis. Donc voilà, c'est extrêmement intéressant tout ceci. Donc voilà, et c'est notamment également pourquoi on a invité la NASCAR en 2023 au Mans dans le cas du Garage 56 pour rendre hommage à la famille Friends, donc notamment promotrice de l'IMSA notamment également, et du NASCAR, donc propriétaire de l'IMSA. Et pour célébrer donc cet anniversaire également des 24 heures de Daytona qui fêtent leurs 60 ans voilà, cette année, mais enfin également pour remercier les Américains de cette longue présence au Mans également. Donc c'était Lionel de la chaîne CycloGP. Bonne soirée. Pensez à vous abonner, c'est toujours sympa, je vous remercie les derniers abonnés. À commenter, je remercie Goodstone pour les commentaires, je te remercie vraiment, à titre personnel. À partager, n'hésitez pas à partager, ça permettra de faire connaître mon travail, même si c'est un petit peu long. Ouais, ça format court qui dure 16 minutes, mais bon, voilà, ça reste un format court parce que sinon je peux y rester 2 heures dessus. C'est un rôle passionné en fait. Et enfin, ben, je sais pas. C'est un rôle passionné, c'est un bourreau de boulot. C'est quand même quelqu'un en fait qui, comme son donc père, c'était Lionel. vivait NASCAR. Bon, bah, moi dimanche et samedi en tout cas, je serai sur le 24 il a quand même usé 3 femmes quand même là-dessus.